est Isabelle. Mon nom est Isabelle Lejeune. Je coordonne donc la plateforme Souveraineté alimentaire de la Fédération genevoise de coopération et Fédération vaudoise de coopération. Cette plateforme, donc, si vous ne la connaissez pas, elle existe depuis bientôt 10 ans. C'est une plateforme qui aujourd'hui regroupe à peu près 18 ONG qui travaillent donc dans l'agriculture et dans la souveraineté alimentaire, dans des projets de coopération internationale et plus particulièrement en Afrique. Donc depuis 10 ans, on met au point des publications que vous pourrez, je vous donnerai encore quelques indications à la fin du webinaire où vous pouvez trouver donc toute cette publication, donc sur les différentes thématiques qui nous préoccupent. Donc, on fait ces publications. On fait aussi, comme aujourd'hui, à peu près 3 ou 4 fois par année, des webinaires. La même chose sur des priorités, des thématiques qui nous semblent vraiment très, très importantes d'aborder. Donc aujourd'hui, c'est notre deuxième webinaire de l'année et on terminera 2025 avec un troisième webinaire. Je vous en reparlerai donc en septembre. Aujourd'hui, on a décidé de se pencher un peu sur cette énorme problématique qui est le changement climatique dans nos projets de développement donc en Afrique. Et pour ce faire, nous avons invité aujourd'hui Anne Simon, qui est directrice donc de Secodev. Secodev, qui est une ONG basée à Genève. Secodev, qui fait partie d'ailleurs des cofondateurs de cette plateforme, hein, qui est dynamique et qui nous accompagne dans ces réflexions depuis bientôt 10 ans. Donc, on a le grand plaisir d'organiser ce webinaire avec Secodev et donc Anne Simon euh, modérera aussi cette session pendant 1 heure et demie. On ira aussi au Rwanda avec Pamphile Bakundukize qui nous expliquera aussi un petit peu son expérience et ce qu'il a développé là-bas, notamment en lien avec les formations et le changement climatique. Et on accueillera aussi Aristide Jossou du Bénin qui lui témoignera de son expérience d'avoir créé une ONG depuis Genève, mais qui est donc active au Bénin sur cette problématique face au climat. Alors, avant de commencer, je reviens de nouveau sur tout ce qui est technique et qui est très, très important. Euh, la présentation va être faite donc par Anne. On va la modérer ensemble. Donc, pendant que nos intervenants vous exposent donc leurs expériences, essayez d'utiliser le chat si vous avez des questions pour pas oublier ce que vous avez envie de partager avec nous. Et puis, bien sûr, en fin de session, nous gardons toujours 45 minutes où les gens peuvent s'exprimer, peuvent témoigner de leur propre contexte. Donc, à ce moment-là, on prendra vos questions et on mènera un petit débat et on vous demandera donc de lever la main pour vous donner la parole. Nos webinaires, c'est comme vous l'avez compris, la plateforme, c'est un grand, grand réseau maintenant qui est actif à travers l'Afrique, à travers nos partenaires sud, mais le partenaire aussi de toutes les personnes qui participent à cette plateforme. Et l'idée de ces webinaires, c'est évidemment d'avoir 1 heure et demie de discussion, d'être ensemble et de surtout pouvoir échanger nos expériences et pouvoir témoigner donc voilà, de nos priorités, nos problèmes et bien sûr sur ce qui a changé ou les bonnes pratiques. Et nous sommes là pour ça, pour en débattre avec vous. Donc, sans plus attendre, je donne la parole à notre amie Anne. Donc Anne, si tu veux reprendre le flambeau, bienvenue.
Merci beaucoup Isabelle, merci pour cette introduction. Bonjour à toutes et à tous. C'est un vrai plaisir de faire ce webinaire et de participer à ces échanges nord-sud, mais également sud-sud et nord-nord, parce qu'on est tous bien évidemment concernés par ce sujet qui nous touche tous de plein fouet. Donc, on a décidé d'un petit agenda où, en fait, je vais commencer par une introduction qui nous permettra de juste reprendre et d'être d'accord ensemble sur le contexte, les enjeux qui sont globaux, et puis l'impact sur l'Afrique qui est sans précédent. Ensuite, je vous présenterai brièvement les participants qui ensuite répondront à un certain nombre de ces enjeux. Et puis, j'espère qu'on aura vraiment beaucoup d'interactions durant ce programme de ce jour. Voilà, donc je vais faire un petit peu cette rétrospective et puis qu'on soit tous dans la même réflexion. Donc, le changement climatique, c'est aujourd'hui une réalité dramatique et mondiale. Là, il n'y a pas de question. Aucun pays, qu'il soit riche ou pauvre, n'y échappe. Inondations, sécheresses, incendies, ouragans, les catastrophes, on le voit tous les jours, se multiplient. Et pourtant, les réponses, elles sont largement insuffisantes. Le déni persiste, à moins que ce soit la peur de ralentir des intérêts économiques puissants. Ce dérèglement, il a des causes profondes. Il est le fruit d'un modèle basé sur l'exploitation excessive des ressources. Et ce sont, rappelons-le, les pays industrialisés qui en portent la responsabilité historique. Le paradoxe, par contre, lui, est insupportable. Les pays du Sud, ceux qui ont le moins contribué au réchauffement, en subissent les pires conséquences. L'Afrique, en particulier, est durement touchée. Alors qu'elle n'émet que 4% des effets de gaz à effet de serre mondiaux, 17 des 20 pays les plus menacés par le climat se trouvent précisément en Afrique. Alors les effets sont concrets, destructeurs. Au Burkina Faso, les pluies deviennent de plus en plus imprévisibles, rendant l'agriculture extrêmement vulnérable. En Éthiopie, après 5 saisons de sécheresse consécutives, plus de 20 millions de personnes sont confrontées à une insécurité alimentaire aiguë. Au Sénégal, l'avancée de la mer salinise les terres agricoles et pousse les jeunes à migrer. Au Rwanda, les glissements de terrain, j'y étais il n'y a pas longtemps, comportent culture, habitation et routes. Ces événements, ils ne sont pas isolés, ils s'inscrivent dans une tendance lourde. Dégradation accélérée des terres, perte de biodiversité, désertification. L'Afrique, vous le savez peut-être, concentre la moitié des terres dégradées de la planète. Les conséquences sont dramatiques, encore une fois, baisse des rendements agricoles, insécurité alimentaire, un Africain sur 5 souffre de la faim et déplacement massif des populations. On le sait, près de 80 millions de personnes ont déjà dû fuir à cause du climat. Mais pourquoi l'Afrique paye-t-elle le prix fort d'une crise qu'elle n'a pas provoquée? Pourquoi un Africain émet-il en un an autant de CO2 qu'un Américain en un mois? C'est ici qu'intervient la notion de justice climatique. Les 10% des plus riches au monde génèrent 50% des émissions. Les 50% les plus pauvres n'en produisent que 10%. Pourtant, ce sont eux qui perdent leur terre, leur récolte, leur avenir. Je répète tout ça, vous l'avez déjà entendu, mais je crois que de toute façon, c'est le discours qu'on doit maintenir et maintenir et maintenir. Parce que c'est face à cela que nous devons agir. Le financement international est indispensable, mais il ne suffira pas. Il doit être complété par une approche pragmatique et innovante sur le terrain qui renforce les capacités locales. Les solutions existent, on les verra tout à l'heure, dans les pratiques agroécologiques, les savoirs ancestraux, l'agriculture durable, l'irrigation adaptée ou encore la gestion de l'eau. Mais aussi une mobilisation des autorités pour intégrer les enjeux climatiques dans les politiques publiques. Alors, ensemble, avec mes collègues Aristide et Pamphile, nous tâcherons de partager quelques pistes.
Et nous comptons bien évidemment pour enrichir ces échanges et amener chacun d'entre vous à votre manière cette eau si précieuse à ce moulin. Alors, je vais maintenant vous présenter brièvement les intervenants. Donc, nous avons Sourou Aristide Choussou. Je ne vais pas parler donc de son parcours dans sa globalité, mais je pense que c'est intéressant de voir les deux types de couteaux suisses que nous avons aujourd'hui à la plateforme de souveraineté alimentaire. Il a un parcours qui est particulièrement diversifié. Il a commencé par une licence en agronomie, qui a été suivie par une maîtrise en droit des affaires dans son pays, le Bénin. Il est parti faire ensuite un master en droit de l'environnement et protection des ressources naturelles en Chine, avant de venir compléter son parcours académique ici à Genève par un master en développement à l'Institut des hautes études internationales de Genève. Reconnu pour sa pertinence et son esprit novateur, il a été nommé Young Global Changemaker d'Afrique subsaharienne. Et il a été invité à participer au Global Solutions Summit de Berlin 2020. Puis, dans le cadre d'initiatives à l'IHEID, qui s'appelait Agri-Food Collective, il a participé au World Food Forum de la FAO à Rome. Et on peut le dire, il a véritablement appris au travers de son ensemble de l'ensemble de ses connaissances académiques à articuler un certain nombre d'éléments. Maintenant, je vais vous demander, cher Aristide, si vous pouvez nous parler de Climate Relief, qui est une ONG que vous avez créée et que vous maintenant lancez au Bénin. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Anne, pour cette brillante présentation de ma personne. Et je remercie les organisateurs de ce webinaire ainsi que les participants. Et Climate Relief est une jeune organisation à but non lucratif qui est opérationnelle au Bénin depuis l'année 2024. Et il faut dire que c'est la matérialisation de la volonté de ces fondateurs à contribuer à la résilience des communautés les plus affectées par le changement climatique. Et nous mettons les femmes au centre de tout ce que nous menons comme activité parce que pour nous, les femmes constituent une couche assez vulnérable dans la lutte contre le changement climatique et les effets que nous avons sur le terrain. Donc, globalement, voici une belle présentation de Climate Relief. Merci beaucoup. Je vais brièvement présenter aussi Pamphile Bakundu Kize du Rwanda. Tout d'abord, il a été formé comme agronome à l'université d'agriculture du Rwanda. Et puis, il a continué avec un master en agriculture et économie appliquée à l'université au Kenya. Il est passionné de développement et a travaillé pendant de nombreuses années au cœur de grandes institutions comme la Caritas et mené un certain nombre de projets pour des grandes ONG, fondations ou coopérations. Il a notamment participé à la création du Centre de formation professionnelle Stéfopac en collaboration avec SECODER, notre organisation. Et son approche holistique de montage de projet inclut véritablement toutes les parties prenantes, et notamment les ministères, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, mais aussi le ministère de l'Environnement. Et cet ensemble de relations au niveau local, national, a fait reconnaître ses compétences et sa véritable volonté, passion d'appréhender et de trouver des solutions aux enjeux climatiques. Il a notamment été invité à participer à la COP28 à Dubaï il y a 2 ans comme représentant rwandais pour les organisations, des organisations non gouvernementales. Pamphile, parlez-nous de CEFOPAC, dont vous êtes le directeur.
Merci bien, Anne. Merci les participants qui sont ici présents de m'avoir prêté les oreilles. Je suis Pamphile, comme Anne vient de dire. Ça va, je suis maintenant un dirigeant de CEFOPAC. CEFOPAC, en peu de mots, ça signifie donc le Centre de formation professionnelle et de promotion agroécologique de Kabwayi. Kabwayi est une dynastie ici au Rwanda qui est au centre du pays. C'est une colline qui est totalement le siège de l'Église catholique à Kabwayi, du diocèse de Kabwayi. À partir de ce diocèse de Kabwayi, il a collaboré avec SECODEV pour prêter les terrains, prêter les infrastructures à réhabiliter pour que donc, le centre puisse exister. Notre vision, c'était donc prendre la réponse à la problématique de nourrir le monde de 9 milliards d'habitants qui sont comptés d'ici 2050. Parce qu'au Rwanda, on voit que la majorité des producteurs agricoles sont des vieux qui ont plus de 55 ans. Et nous voyons que si nous n'incluons pas des jeunes de plus de 10 ans, 15 ans, d'ici 2050, on n'aura pas beaucoup de producteurs agricoles. Et nos souhaits, c'est que donc, à la prochaine, on aura les producteurs qui ont des formations intégrales, qui protègent l'environnement via l'agroécologie, et qui développent l'humain, qui développent les valeurs morales, qui sont intègres et qui ont la culture de la compétence et la culture de la responsabilité, surtout la résilience sur l'environnement. Voilà, c'est ça, en peu de mots, le CEFOPAC. Merci beaucoup, Pamphile. C'est très intéressant de toujours mettre dans les contextes les organisations et ce qu'elles font. Pour préparer en préparant ce webinaire, nous avons choisi de garder, de vraiment utiliser les sujets comme vous les avez vus sur le texte envoyé par Isabelle. Donc, on va traiter de trois sujets. Le premier, c'est comment renforcer la résilience des systèmes agricoles. Et là, je vais inviter Aristide à nous parler de ce qu'il fait, parce que son organisation, Climate Relief, travaille spécifiquement à la résilience, comme il l'a dit, des communautés agricoles vulnérables, et en particulier des femmes. Dites-nous, Aristide, comment vous procédez? Merci beaucoup, Anne. Et comme je viens de le dire tantôt, Climate Relief a été créé pour apporter un soulagement aux communautés qui sont les plus exposées aux affres du changement climatique. Et l'objectif, à cet effet, nous avons mis en place le Fonds féminin pour la résilience agricole face au climat. Et je dois dire que l'objectif initial de ce fonds est de pallier aux difficultés que les femmes rencontrent dans l'accès au financement afin de mettre en œuvre des bonnes pratiques qui concourent à une agriculture résiliente au changement climatique. Mais très tôt, nous avons dû élargir notre portefeuille compte tenu des constats et des demandes qui ont été formulées par nos bénéficiaires. Si je prends le volet finance sociale, Climate Relief accorde des prêts sans intérêt à des femmes et ces prêts sont payables sur une durée de 3 ans suivant le modèle 20, 30 et 50. C'est-à-dire en première année, elles remboursent 20%, nous leur retournons 80%. En deuxième année, elles remboursent 30% et en troisième année, nous récupérons les 50%. C'est le plan qui a été établi. Et au fur et à mesure que nous recevons une part du remboursement, ça constitue en même temps un capital entier que nous mettons à disposition d'autres femmes. Donc, les 20% récupérés chez chaque productrice constituent en même temps un fonds avec lequel nous relançons d'autres productrices.
Et je dois dire que nous ne leur remettons pas que du numéraire. C'est aussi bien en nature que de l'espèce parce que on s'assure qu'elles vont effectivement acheter les semences de qualité qu'il faut et acheter les intrants qui sont en, en norme avec les principes de la protection de l'environnement et tout. Donc, ce qu'on fait, on achète les semences, les intrants et autres, et nous leur demandons juste d'aller vers ces centres agréés pour les récupérer. Et s'il y a lieu de leur donner de l'espèce pour les activités comme le labour et autres, nous le faisons. Et je dois dire, sur la base de cette expérience qui est à son terme, la campagne qui vient de terminer, nous avons constaté une augmentation aussi bien en termes d'emblavure et que de rendement qui est passé de 50 à 115% selon les cultures. L'autre volet qui a vu le jour suite à nos constats ou les demandes formulées par les bénéficiaires, c'est la promotion de l'agroécologie, puisque les femmes ont attiré notre attention sur un fait que nous ignorions, c'était la relation genre et gestion de fertilité. En effet, contrairement aux hommes, les femmes n'ont pas de vaste étendue et leur permettant de faire la jachère euh, comme les hommes. Et parfois même, c'est les terres qui sont délaissées par les hommes qui sont allouées aux femmes. Donc, elles nous ont fait cas du fait que les terres qu'elles exploitent ne sont pas toujours les plus fertiles. Et pour cela, nous avons dû élargir notre portefeuille en incluant l'agroécologie, l'agroforesterie de façon précise, où actuellement, il y a le poids d'Angole, Kajanis Kajan, qui est en culture associée avec les autres spéculations, histoire de permettre une régénération des sols. Et toujours en évoluant avec les activités du terrain, elles nous ont également fait part du fait que le changement climatique peut également ou bouleverse plutôt les habitudes alimentaires. Il y a des communautés de femmes qui, à un moment donné, au cours de l'année, vont faire la cueillette des champignons sauvages. Et avec le temps, ces champignons deviennent de plus en plus rares ou n'apparaissent plus au moment où les femmes les espèrent. Et du coup, ça crée également une rivalité ou une compétition entre les femmes au sein d'une même communauté qui se retrouvent à se disputer pour la cueillette et autres. Donc, toujours avec le Fonds féminin que nous avons mis en place, nous avons commencé par former les femmes aux techniques de production du champignon à domicile. Et je dois dire que par le biais de ce projet, on a fait d'une pierre trois coups parce que les femmes ont été formées, regroupées en coopératives. Nous leur avons donné des kits de production. Comme conséquence, on essaie de rétablir la cohésion sociale qui était déjà impactée. Nous avons créé une activité verte qui permet également de diversifier les sources de revenus et également ça constitue une source de production de protéines végétales. Donc, globalement, voici tout ce que nous faisons et grâce au Fonds féminin pour la résilience agricole que nous avons mis en place. L'objectif de départ était de permettre un financement social sans intérêt, mais les constats faits sur le terrain ainsi que les demandes formulées nous ont amenés à élargir notre portefeuille qui comprend maintenant la promotion de l'agroécologie, la production des champignons et tout. Merci beaucoup, Aristide. C'est très intéressant. On découvre vraiment des pratiques innovantes et c'est intéressant de voir comment vous articulez le changement autour
vous travaillez au changement et au changement et des conséquences, suite aux conséquences du changement climatique. Pamphile, vous avez participé donc à la création de ce premier centre de formation professionnelle en agroécologie au Rwanda. Nous faisions partie de l'aventure ensemble, donc je sais à quel point vous avez été important. Au-delà de former des jeunes sans formation ni emploi, quels étaient les principaux objectifs et comment contribue-t-il à créer des systèmes agricoles résilients? Je vous laisse Merci. nous parler de ça. Merci bien. Donc, le centre que je vous ai dit, il avait des objectifs spécifiques de former, de rendre la formation professionnelle en agroécologie, comme vous le dites. Donc, pour assurer sa formation de qualité, pour que les jeunes soient favorisés et soient insérés dans la société d'une manière professionnelle et qu'ils deviennent donc les actifs du milieu rural et urbain. Surtout que donc, le Rwanda, les revenus des jeunes doivent être augmentés, stabilisés d'une année à l'autre à la sortie du centre. Et le centre aussi est engagé dans un processus de faire les jeunes les acteurs clés de la production en matière de production des aliments suffisants pour la population, pour les familles et pour la nation, mais aussi pour devenir les acteurs clés dans la stratégique pour le développement socio-économique du Rwanda. Malgré tout, de nombreux programmes de développement agricole et rural, ils sont formés et structurés pour assurer donc la sécurité alimentaire, mais en se basant sur le reste de l'insuffisance en termes de capacité de production des champs, mais sans avoir une œil clé sur la qualité de ce qui se produit dans le champ. Ici, si nous disons que le système de formation existant en matière agricole aussi, c'est une formation classique, donc des niveaux secondaires, universitaires. Ce sont des formations qui privilégient donc les formations techniques très longues et qui sont centrées plus sur la théorie. Et on a l'accès à ces formations est plus coûteux. La création de centres de formation professionnelle ici avait pour but d'apporter une solution à ces problèmes et d'offrir une formation technique, learning by doing, comme on dit en anglais. Donc, c'est étudier en appliquant d'une manière professionnelle. Et il vise aussi le renforcement des capacités de gérer surtout ruraux et qui n'ont pas de niveau d'études plus poussé pour qu'ils deviennent des acteurs de production agricole. Nous centrons sur trois angles de vie. Il y a l'angle de vie environnemental, l'angle de vie économique et l'angle de vie social. Pour l'angle de vie environnemental, nous le comptons parce qu'ils ont des avantages sur la gestion durable des ressources naturelles, en termes de la fertilité du sol, les ressources en eau, en biodiversité. Ils ont aussi l'avantage de réduire de l'empreinte écologique et protection contre les pollutions agricoles et lutte contre l'érosion et la désertification et pour les gestion et des équilibres écologiques et nous facilite aussi à réduire la pression sur l'environnement et les écosystèmes. Et par l'angle de vie économique, nous songeons sur la réduction des charges liées à l'utilisation des intrants chimiques de synthèse ou certaines techniques comme donc les produits phytosanitaires des industries divers. Donc, nous travaillons sur le sol et nous travaillons sur le désherbage, ainsi de suite. Nous valorisons aussi les matériaux existants localement et nous songeons sur la possibilité d'une meilleure valorisation des produits issus des pratiques agroécologiques pour des meilleurs prix et des préférences d'achat. Et nous songeons aussi sur la durabilité du potentiel de production agricole et économique. Sur l'angle social, nous songeons sur l'amélioration de la sécurité alimentaire en quantité et en qualité, et la régularité aussi. Et nous songeons sur l'amélioration de la qualité nutritionnelle et organoleptique des produits, meilleure production sanitaire des agriculteurs
de leurs familles et des consommateurs de la réduction de l'emploi et des produits chimiques. Nous voulons aussi le gain de l'autonomie produite, surtout les jeunes, par réduction de la dépendance aux fournisseurs des intrants. Et nous voulons que les revenus générés investis dans le développement social, comme l'éducation, la santé et la valorisation des savoir-faire, de ressources locales, techniques, etc. Donc, pour finir, nous avons nous avons les fondamentaux, comme je vous ai dit, et les fondamentaux que nous nous concentrons sur, c'est le sol. Et deuxièmement, c'est de l'eau. Et troisièmement, c'est la plante tout entière, l'animal, mais tous sont connectés par le paysage. Comment produire dans un paysage plus protégé. Et nous focalisons sur les systèmes de production comme le système maraîcher, le système fruitier, le système vivrier, pluvieux, système rizicole irrigué, etc. Et les pratiques, ils sont en train des secteurs de gestion de l'eau, la fabrication, la production de fertilisants, la culture maraîchère, la culture fruitière, la culture vivrière, comme je vous ai dit, la riziculture, etc. Je vous remercie pour cette introduction. Merci beaucoup, Pamphile. C'est une très belle description de ce que vous faites et j'aimerais juste ajouter par rapport à ce projet peut-être quelques éléments. C'est qu'en fait, quand vous aviez identifié la problématique que vous aviez au Rwanda, hein, des petites parcelles et pourtant une population relativement importante au niveau démographique, et puis surtout, vous aviez identifié qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient complètement sans travail, sans formation, et que c'était un véritable enjeu. Et c'est là que dans la réflexion, on s'est dit aussi, mais un des problèmes, c'est redonner des lettres de noblesse à la terre. Et les jeunes ne voulaient pas travailler à la terre, avaient beaucoup de peine parce qu'ils avaient vu leurs parents pendant des décennies et des décennies se briser la santé, le corps, etc. Et c'est avec ces pratiques agroécologiques que vous avez pu démontrer que non, la terre est belle, oui, la terre est cultivable, et oui, malgré les changements climatiques, on peut faire quelque chose. Et c'est ce côté résilient que je trouve particulièrement intéressant dans le travail que vous avez fait. Donc voilà, je voulais juste ajouter ce petit point qui est important. Merci. On va continuer avec les questions qui tournent autour de la souveraineté alimentaire et puis comment assurer que cette souveraineté alimentaire elle puisse avoir lieu face au dérèglement climatique. Alors, je vais m'adresser maintenant à toi, Aristide. Euh, on sait que 60% des produits consommés en Afrique sont issus de l'importation, alors que le nombre de nombreuses productions locales sont possibles. Quelles sont, selon vous, les barrières à lever pour un système agricole local et pérenne? Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, Anne, pour cette question assez pertinente. Euh, Quand on sait que plus de 70% des besoins alimentaires sont satisfaits par les petits producteurs et que 60% des produits sont issus de l'importation, je crois que le parallèle est vite établi. Il faudra faire un diagnostic, surtout au niveau de ce maillon de la chaîne que constituent les petits producteurs, pour savoir quelles sont les conditions dans lesquelles ils produisent. Et là, je dois dire qu'il y a plusieurs mots qui minent l'essor au niveau de ce maillon de la production. Les petits producteurs, comme peut-être nous le savons tous, pratiquent une agriculture pluviale, n'ont pas la maîtrise de l'eau. Nous avons un accès aux semences de qualité qui est difficile. Nous avons les problèmes de finances. Ils n'ont pas toujours accès aux informations météo, ne savent pas quand se préparer, comment prendre des mesures, des précautions pour pouvoir s'adapter. Donc, je pense que voici un certain nombre de problèmes qu'il faut résoudre ou sur lesquels il faut réfléchir afin de baisser ce pourcentage
des produits importés. Et c'est là que je salue l'initiative de M. Pamphile, histoire de le blason, et former les jeunes, leur donner les moyens pour qu'ils puissent croire à l'agriculture, sans quoi les années à venir, on risque encore d'assister à une augmentation de ce taux parce que ça devient de plus en plus pénible et moins de jeunes s'intéressent à l'agriculture. Je crois que dans l'immédiat, ce qu'il faut faire, c'est la promotion de l'agroécologie, l'agroforesterie, parce que moi, je trouve que c'est une solution déjà à moins de coûts pour permettre déjà la régénération des sols, conserver l'humidité, limiter le lessivage des matières nutritives et autres, euh, permettre un accès plus facile aux semences vigoureuses afin de permettre de meilleurs rendements. Parce qu'il ne sert à rien de préparer le terrain, de mettre tous les moyens qu'il faut et de ne pas avoir les semences de qualité. C'est peine perdue. Et l'autre chose, c'est également le financement, l'accès au financement. Peut-être aussi petit que soit-il, mais il faudrait également que ces petits producteurs trouvent les mécanismes pour avoir l'accès au financement et en temps opportun, pas après et quand ils en ont besoin. Et tout ceci ne doit pas être fait de façon isolée. Il faut que tout soit ensemble parce que faire de l'agroforesterie, histoire de régénérer les sols, sans avoir de bonnes semences, bon, il y a toujours le problème qui se pose. Peut-être remplir les deux premières conditions sans avoir un accès au financement afin de faire les autres activités comme l'entretien, le désherbage et autres. Et le problème va toujours se poser. À moyen et à long terme, c'est l'introduction des nouvelles technologies dans l'agriculture, toujours euh, pour une agriculture de précision, l'utilisation par exemple des applications pour détecter pourquoi pas les maladies et les besoins en eau pour ne pas gaspiller l'eau qui est déjà disponible en quantité insuffisante. Euh, Pouvoir faire une analyse du sol pour connaître les besoins en matière nutritive, avoir accès aux informations météo. Ça, c'est peut-être des trucs qu'il faut faire à moyen, à long terme, mais dans l'immédiat, et je crois ce qu'on peut déjà faire, c'est les pratiques agroforestières, l'agroécologie, essayer d'avoir les sols en bonne forme et les semences et rendre l'accès plus ou moins facile parce que nous avons des centres de recherche, donc faire la vulgarisation et un peu de financement pour ces petits producteurs, histoire de ne pas être en retard sur les opérations culturelles. Donc, voici ma petite réflexion sur la question. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'est particulièrement intéressant. Je trouve on a vraiment une vision holistique qui commence à se mettre plus en place. Que ce soit au Bénin ou que ce soit au Rwanda ou que ce soit partout en Afrique, on a véritablement quelque chose à faire. Euh, Pamphile, en quelques mois dans le centre, en quelques mois de formation, donc on parle quand même presque d'une année, mais quelques mois pratiques, quelques mois en stage, vous accompagnez les jeunes à devenir de véritables entrepreneurs, qui sont ensuite en capacité de développer et de gérer leur petite entreprise agricole, et ensuite à être performants dans leur marché et de répondre aux besoins du marché. Ainsi, pour faire réduire aussi cette dépendance aux produits venus de l'étranger. Quelles sont les valeurs et les principes que vous priorisez pour assurer le succès de ces jeunes qui s'installent? Alors, 2 minutes, je prends juste la parole. Pamphile, est-ce que vous pourriez couper la caméra? Parce que quand vous vous exprimez, je pense que la caméra prend trop de connexion et on vous entend pas très bien. Donc, c'est peut-être mieux de couper uniquement la caméra. Je mettrai une photo. Et voilà, pour espérer que votre connexion soit meilleure, parce que quand on vous écoute, c'est parfois un petit peu laborieux.
Merci beaucoup. On va essayer comme ça. Merci, Pamphile. Ok, ok, merci. Je vous ai dit, donc, la question de Anne qui a demandé donc les valeurs, les objectifs, donc les principes. Nous ici au CEFOPAC, nous avons une vision de devenir un cadre de formation respectueux de l'environnement autour duquel s'organise une production intégrée et d'échange d'expériences et qui contribue significativement au développement des compétences. En principe, donc la formation des jeunes demande que on ait des choses palpables qui génèrent des revenus, qui génèrent une durabilité et qui intéressent surtout donc ces jeunes qui sont dans des milieux ruraux, surtout périurbains aussi. Nous travaillons sur l'agroécologie dans sa dimension intégrative, y compris donc l'approche en trois dimensions, l'approche santé, l'approche alimentation et l'approche action climatique. Et nous travaillons sur le bio, donc le biocontrôle, la biotechnologie végétale, et l'agroéquipement, et le bioéconomie, la bioéconomie, et aussi surtout travailler maintenant. L'approche travailler maintenant, comme on le dit en anglais, c'est work ready now, et l'approche soyez votre propre patron. Donc, ce sont des approches que nous utilisons ici au CEFOPAC qui nous donne la garantie que les jeunes soient intéressés, viennent et travaillent efficacement pour leur théorie qui se rendent dans les pratiques. Nous utilisons aussi l'approche de pédagogie d'alternance, donc ce sont les théories qui s'alternent avec les pratiques, les visites des stations de recherche, l'incubation, le mentorat et tout ça. Et ça nous aide à encourager les jeunes de devenir des vrais entrepreneurs. Nos techniques, et nous avons les 35 débouchés qui sont regroupés dans 5 catégories. Il y a la production végétale, donc d'une manière organique, biologique et écologique. Et nous avons de là au moins donc 17 techniques qui sont dans cette première catégorie. La deuxième catégorie, c'était la production animale. Et là, nous avons cette technique et dans cette catégorie. Et nous avons maintenant notre volet de la biotransformation. Maintenant, nous avons trois techniques que nous utilisons. On cherche à développer beaucoup parce que ça demande aussi des moyens qui ne sont pas encore mis en disponibilité, mais on essaie de développer ce volet, la biotransformation. Nous voulons travailler aussi sur le méca fabrique, donc le moyen de trouver les outils agricoles d'une manière moins chère, en utilisant aussi les ressources locaux qui sont disponibles. Et cinquièmement, nous travaillons sur la gestion agribusiness, marché et finances, en trois techniques de facilitation aussi. Donc, pour finir, je voudrais dire aussi que les approches que nous utilisons, en anglais qu'on dit learning by doing, c'est que donc 60% de nos cours, de nos approches, 60% des heures que les apprenants utilisent, c'est pour les pratiques. Et la théorie prend donc une quarantaine pour cent du temps que l'apprenant utilise sur le centre. De ça, nous disposons aussi des domaines en fait d'adapter l'enseignement au travail agroécologique et de donner aux apprenants la formation pratique nécessaire. C'est-à-dire que donc, nous travaillons avec les didactiques, avec les champs, avec l'application dans le champ, et en apprenant, en pratiquant, l'apprenant doit connaître ce qu'il faut faire pour n'importe quel élevage. Merci. Merci beaucoup, Pamphile, pour avoir suivi ce projet depuis le début et être régulièrement sur le terrain. Je peux confirmer que les effets qui sont recherchés sont vraiment atteints, typiquement avec un suivi des jeunes qui se fait dans la durée. Parce que je crois que ce qui est important aussi, ce que Pamphile n'a pas encore dit, mais c'est aussi d'assurer que dans le temps, le jeune ne se retrouve pas juste formé puis livré à lui-même, mais qu'il y a un accompagnement qui se fait dans la durée et qu'ensuite lui-même devient formateur dans les collines alentours pour les populations et qui voit les résultats et qui voit à quel point
Il y a des performances qui se font, il y a vraiment des rendements agricoles intéressants, notamment au niveau de l'élevage. Et puis, il y a cette éducation financière dont parlait Pamphile qui me semble particulièrement intéressante aussi, qui rejoint aussi ce que Aristide disait tout à l'heure. Donc, je crois que ça, c'est important. Maintenant, justement, on en arrive au point qui est important, qui devient compliqué pour tout le monde, c'est les financements. Quel financement pour cette adaptation au changement climatique? On sait que le financement de l'aide est malheureusement mis à mal en ce moment, hein, particulièrement mis à mal avec, comme on le voit tous les jours, des coupes drastiques comme USAID, soit par des réductions des financements des diverses agences nationales de coopération, hein, ça c'est un vrai enjeu, qui aujourd'hui tendent à privilégier leur propre sécurité pour nombreux pays, notamment en Europe, avec le financement de la défense, avec la reconstruction de l'Ukraine. Enfin, il y a un certain nombre d'enjeux. Il y a des enjeux qui sont aussi nationaux, hein, avec le Rwanda qui doit désormais fonctionner sans la coopération internationale belge, hein, donc ça c'est important. Et puis, bref, l'Afrique est cruellement affectée parce qu'encore une fois, c'est l'Afrique qui va subir toutes ces coupes budgétaires. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est garder quand même un côté positif et puis essayer de voir quels sont les autres leviers qui existent, notamment locaux ou novateurs. Et Aristide, tu en as donné quelques-uns, Pamphile aussi. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu la manière dont soit vous subissez, parce qu'au Rwanda, Pamphile, toi, tu subis les deux. Hein, donc, les coupes de l'USAID, les coupes belges, et puis les coupes, les trois même, parce que l'Europe, on le voit bien en Suisse, hein, la coopération suisse baisse ses financements. Voilà, donc là, j'aimerais vous laisser un petit peu vous exprimer sur ce point, et puis surtout essayer de venir avec des idées peut-être un peu différentes, comment le financement peut être différent aussi. Merci. Je commence donc, Oui, dans la perspective globale. Donc, il faut voir que donc, l'amélioration de l'efficacité de l'aide, surtout pour nos pays qui sont dans le sud, comme vous dites. Maintenant, c'est un handicap majeur avec les organisations de la société civile comme la nôtre qui travaillent énormément, qui cherchent des financements de l'extérieur. Mais de là, comme vous le dites, Rwanda, comme toute l'Afrique, on a tout, la copie de l'USAID qui travaille beaucoup dans beaucoup de domaines, de livelihood, de recherche de la santé, tout ça, de développement. Nous voulons commencer par remercier les peuples qui sont là, qui continuent à appuyer les objectifs que les organisations paysannes ont, y compris le SECODEV, y compris les autres peut-être qui vont continuer à soutenir, à donner les idées comment sortir de ces chaos. Mais les stratégies et les leviers que nous proposons, il s'agissait de voir comment rentabiliser les moyens, les peu moyens qui sont là, en travaillant sur la résilience institutionnelle et communautaire. Avec le peu de moyens, il faut l'utiliser convenablement et chercher à ce que donc, ce soit une manière de l'efficience. Donc, utiliser le moyen pour obtenir le rang qui est possible. Mais il faut aussi savoir que nous ne sommes pas dans une île qui est fermée. Il faut penser sur les solutions multidimensionnelles, de collaborer avec divers acteurs qui travaillent dans le même cadre, d'exploiter les systèmes nationaux qui sont peut-être là. Il s'agissait des structures nationales, des structures officielles qui sont présents dans la communauté et d'une manière administrative. Il faut les exploiter et collaborer avec. Et il faut voir un renforcement des capacités locales pour un soutien coordonné. Surtout quand il y a quelque chose qui est investi, la considérer comme donc c'est une fondation qui doit être protégée et bâtir sur pour que l'avenir ne soit pas dérangé par les ruptures des aides. Il faut aussi apprendre à éviter donc la duplication des choses. Il faut que les moyens qui sont présents soient utilisés uniquement
pour renforcer la capacité institutionnelle, la capacité communautaire pour que l'avenir soit assuré. Merci. Merci Merci beaucoup, beaucoup. Pamphile. Aristide, je te laisse la parole. D'accord, merci beaucoup, Anne. Euh, Nous traversons malheureusement cette période assez critique de disponibilité des ressources et cela n'est pas sans conséquence sur le fonctionnement des ONG. Euh, Beaucoup d'ONG avec lesquelles nous travaillons ici ont vu beaucoup de leurs projets arrêtés pendant qu'il y a beaucoup d'espoir qui nourrissait, il y avait beaucoup d'impact sur le terrain. Euh, Au niveau de Climate Relief, il est vrai que jusqu'à présent, nous fonctionnons avec nos propres ressources, mais la demande sur le terrain est de plus en plus croissante, où il y a d'autres personnes qui voudraient être bénéficiaires et autres. Euh, donc, je dois dire qu'au niveau de Climate Relief, c'est peut-être les promesses qu'on ne peut pas honorer ou les demandes, je dirais, auxquelles on ne peut pas répondre avec cette période que nous traversons. Mais je pense que nous avons peut-être la chance d'être dans un domaine où nous faisons la production des biens à valeur économique et commerciale. Donc, pourquoi ne pas également s'intéresser aux investisseurs privés pour venir prêter main forte également aux partenaires au développement ainsi que à ces fonds spécifiques et consacrés à l'adaptation. Parce que le secteur privé également a beaucoup de moyens qui peuvent mettre à disposition, mais sous certaines conditions. Donc, moi, je crois qu'avec les fonds publics qui sont disponibles, on peut essayer de créer les conditions qu'il faut afin que les secteurs privés également puissent s'intéresser au domaine de l'agroalimentaire et investir également. Ça peut prendre par la professionnalisation ou la construction en réseau des producteurs, les regrouper en coopérative, euh, le développement des chaînes de valeur rentables, la sensibilisation également de ces structures de microfinance afin de mettre sur pied des services orientés vers l'adaptation parce que le constat qui est fait, c'est qu'il y a très peu de services qui sont offerts par cette institution consacrée à l'adaptation, histoire de les sensibiliser parce que elles, je parle de cette institution, ne voient que de risques, surtout quand on parle des petits producteurs, et aller vers eux, utiliser les fonds publics histoire de constituer une garantie et les motiver que c'est un secteur pourvoyeur de mailles bénéficiaires également et les impliquer, utiliser les fonds disponibles maintenant pour créer les conditions qu'il faut pour que le secteur privé à la recherche d'un bénéfice puisse investir également dans l'agroalimentaire. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait un grand tour d'un certain nombre de questions. Je pense qu'il est vraiment temps maintenant d'ouvrir les questions et le débat. Et je ne sais pas, Isabelle, si tu veux reprendre la main et peut-être tu as toutes les questions qui ont été envoyées en ligne et puis peut-être distribuer un certain nombre de questions à l'audience. Je te laisse faire. Merci Oui, beaucoup. merci Anne. Alors, on a des questions très techniques. Je ne sais pas si on va pouvoir attaquer ça pour la petite demi-heure qui nous reste, hein. C'est vraiment lié à l'agroforesterie. On plante quoi avec quoi, les semences, comment est-ce qu'on fait la technique de champignons. Donc, on va garder ce genre de questions. Sachez qu'il y a un suivi quand même de ce webinaire, c'est-à-dire que je vous renverrai donc bah, évidemment la vidéo, tout ce que vous avez besoin et bien sûr les adresses mail. Vous pourrez voilà, directement prendre attache avec Pamphile ou Aristide sur des sujets bien spécifiques. Après ça,
Il y a un autre aspect aussi qui revient de la part de Jérôme, c'est aussi l'auto-formation. Où est-ce qu'on trouve des MOOC? Donc ça viendra aussi avec une petite bibliographie que je mettrai avec le suivi de cette session. La FAO fait beaucoup de choses et puis j'aurai un mot sur un prochain partenariat aussi en fin de webinaire. Alors, on a soulevé effectivement cet aspect du financement. Est-ce que les projets qui ont été voilà, exposés aujourd'hui ont des financements spécifiques sur le changement climatique? Euh, Peut-être aussi revenir sur un aspect, parce que même ici, hein, le changement climatique, on n'en entend plus parler au niveau politique, hein. Ça a été, entre guillemets, une grande mode il y a quelque temps. Maintenant, comme l'a dit Anne, tout le monde est vraiment focalisé sur d'autres choses. Euh, je voudrais juste peut-être en deux petites minutes, et peut-être que des gens qui sont aussi dans le public, c'est ce fameux rêve de la Grande Muraille verte qui, voilà, qui avait quand même fait beaucoup couler d'encre et qui traverse de nombreux pays, donc de nombreux pays où notre public doit être présent. Donc peut-être qu'on pourrait un peu juste entre peut-être de nouveau Aristide et puis surtout les gens qui sont là, si quelqu'un veut prendre la parole sur ces pays aussi d'Afrique de l'Ouest et sur cet aspect aussi du financement de cette grande muraille verte, n'hésitez pas à lever la main. Comme ça, on peut vous donner aussi rapidement la parole. L'idée, c'est que cette dernière demi-heure soit vraiment un centre de débat et d'échanger, comme je vous l'ai dit, de pratiques et voilà, de ce que vous connaissez aussi du terrain. Alors, on a aussi une question de Brigitte aussi de nouveau sur cet aspect de financement, hein. Je crois que tout le monde est vraiment aussi perturbé avec tout ce qu'on vit actuellement. Donc, comment favoriser que les fonds privés soutiennent des approches agroécologiques et ne restent pas centrés leur propre profit, souvent destructeur? Comment est-ce qu'on pourrait arriver aussi à faire ça? Donc, voilà, je pense que j'ai un petit peu relevé les questions dans le chat. Je pense que ou nos trois panélistes peuvent prendre la parole, mais aussi n'hésitez pas à lever la main et à prendre part à la discussion, puisque je vous dis que nos 30 dernières minutes, elles sont surtout pour avoir ces échanges fructueux entre nous. Aristide, peut-être un petit mot pour lancer les débats sur la Grande Muraille verte. J'imagine, ça c'est aussi quelque chose de plus concret pour créer cette ONG Climate Relief. Est-ce que tu as eu quand même des possibilités de financement par tous ces grands programmes sur le changement climatique en Afrique? Est-ce que ta participation, voilà, au World Food programme et compagnie, ou au COP, est-ce que tout ça, c'est pas, voilà, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ça revient à des petites ONG comme vous, locales, ou pas du tout, c'est beaucoup de blabla. Merci beaucoup, Isabelle, pour cette question. Je ne dirais pas que c'est du blabla. Pour le moment, et Climate Relief fonctionne sur fonds propres, comme je l'ai dit tantôt. Ma participation au World Food Forum n'a pas forcément engendré des retours en termes de financement, mais il y a le réseautage des gens avec qui je suis en contact pour on échange les idées, on partage les expériences et globalement c'est ça. Pas de financement de quelle structure que ce soit pour le moment. On travaille avec les moyens que nous avons. Nous sommes ouverts quand même à collaborer avec des gens et je crois que étant plus ou moins nouveau sur le terrain,
nous allons prendre le temps de ne pas évoluer de façon isolée, renforcer notre réseau, travailler avec d'autres personnes, le partage d'expérience et tout. Donc, pour le moment, voici la situation de Climate Relief. Ouais. Je ne sais pas si je peux me permettre de me prononcer sur la question qui a été posée par Madame Brigitte, comment favoriser que les fonds privés soutiennent les approches agroécologiques et ne restent pas centrés sur leur propre profit, souvent destructeurs. Mon intention en évoquant les fonds privés, c'est pas forcément de leur laisser la latitude de dicter comment est-ce que la production sera faite, mais déjà que c'est la production de biens à valeur économique et commerciale, faire en sorte que ces fonds trouvent leur intérêt en investissant et quitte aux producteurs de suivre les principes et normes qu'ils ont eux-mêmes adoptés et qu'au bout du rouleau, qui est une marge bénéficiaire qui se dégage aussi bien pour le producteur que cet investisseur. Donc, de venir en rescousse aux fonds qui sont déjà existants, venant des partenaires au développement ainsi que les fonds spécifiques pour l'adaptation. La question est vraiment pertinente parce que ça éveille et ça attire l'attention sur lors des négociations des compromis à ne pas faire. Donc, ne pas se laisser dicter par exemple, comment est-ce que la production sera faite, mais c'est juste une question de financement, mettre les moyens à disposition, peut-être à un taux raisonnable, des microcrédits qui seront destinés à ces producteurs qui peuvent avoir et en fin de campagne, les rembourser avec intérêt. Donc, c'est dans cette optique que je proposais que le secteur privé soit également mis dans le jeu pour accompagner les efforts d'adaptation. Merci Aristide. À toi, Anne. Simon. Merci, merci Aristide. Je crois que ce que tu viens de souligner, c'est extrêmement important en termes de financement, de voir beaucoup plus large que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Les fonds publics ne pourront pas financer l'aide au développement de la même manière dans la durée, dans le temps. Par contre, je crois que ce qui est important de dire, c'est qu'on a peut-être un rôle à jouer de reporting qui soit peut-être un peu plus fort et un peu plus puissant que ce qu'on a pu avoir dans le passé. Typiquement, on a besoin de vraiment pouvoir démontrer qu'il y a des effets de changement, démontrer il y a des mesures d'impact, que le changement il est plus systémique, c'est-à-dire que quand on travaille en concertation, typiquement comme le fait Pamphile avec le ministère de l'Environnement, il faut en parler, c'est important. Et je crois que ça, c'est peut-être un point sur lequel on peut renforcer nos activités en tant qu'ONG du Sud, mais aussi ONG qui financent une partie de ces projets, ce qui est le cas de CECODEV, et là je mets ma casquette d'ONG au Nord, c'est de quelle manière est-ce qu'on peut encore plus qu'avant démontrer les effets de changement et les impacts. Parce que même si on veut aller chercher des fonds publics, c'est déjà important. Nous, on est financé, comme certains d'entre vous le savent, par la Fédération genevoise de coopération, mais aussi par d'autres fondations. Et on va chercher des fondations ou autres organisations. On va chercher des fonds, mais à chaque fois, ça devient vraiment difficile et il faut démontrer déjà presque avant d'avoir commencé les résultats qu'on aura. Donc, je crois que ça, c'est important de prendre en compte tout ça et surtout pour le privé, parce que le privé, il a toujours une idée quand même de rendement, hein, de retour sur investissement, leur fameux ROI. Et si on ne prend pas en compte que eux, ils veulent des résultats,
on n'aura pas de financement. Ça, c'est des échanges que j'ai eus avec des fondations, de banques, d'assurances et autres. Il y a toujours cette réflexion de financement et de rendement, et de rentabilité, entre guillemets. Voilà, d'investissement même, je dirais. Voilà, merci. Merci bien. Est-ce que quelqu'un qui discute dans le chat veut prendre la parole par rapport à cette grande muraille verte qui donne un peu de, voilà, lieu à quelques commentaires? Si quelqu'un veut lever la main, je vois pas tout le, voilà, donner son avis là-dessus. Sinon, il y a une chose aussi qui est relevée dans le chat qui est très, très important en plus du changement climatique et qui est finalement aussi lié, hein, c'est les aspects géopolitiques, hein, les déplacés, les guerres, le terrorisme qui n'arrangent rien. Ce n'est qu'un plus à ce changement climatique et ces réfugiés climatiques, hein, avec lesquels il va falloir aussi de plus en plus travailler dans les années à venir. Donc, cet aspect géopolitique, on le soulève dans le chat avec le cas du Burkina. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont là euh, présentement là dans le public qui travaillent là-bas. C'est vrai que des millions de personnes qui se déplacent à ce moment-là ou qui ne peuvent plus cultiver aussi, qui sont obligés de se déplacer, c'est aussi un aspect qu'il va falloir prendre en compte aussi dans nos bénéficiaires, aussi au niveau de la coopération internationale. Euh, Anne, est-ce que tu as encore une petite question à poser puisque je pense que notre public est timide? Euh, il y a personne qui veut rentrer dans le débat, donc on peut continuer, nous, à tenir, voilà, à tenir le dialogue entre nous. Alors moi, je serais très intéressée de demander à Aristide de quelle manière, avec tout ce qu'il a vu à travers le monde lors de ses études, comment fonctionnent les autres coopérations internationales? Là, on est beaucoup sur la Suisse, mais comment fonctionnent les autres communautés internationales? Est-ce qu'il y a déjà aussi une forme de mobilisation de pensée de réflexion pour une nouvelle forme de financement dans le monde? Là, je ne vais pas techniquement dans l'agroécologie. Je crois que ça, c'est quelque chose, comme tu as dit, Isabelle, tu pourras fournir pas mal d'informations. Mais moi, je serais vraiment intéressée. Tu as fait des études à l'UHUID à Genève, tu as fait des études en Chine, tu as fait des études dans ton pays. Euh, quelles sont un peu les tendances que tu vois venir? Je crois que ça, c'est intéressant de se dire comment est-ce qu'on voit ces répartitions des valeurs nord-sud dans l'avenir. Merci beaucoup, Anne, pour cette belle question. De mes expériences en Asie, bon, plus particulièrement en Chine, euh, c'est que nous avons des filières qui sont, en comparaison avec l'Afrique ou l'Afrique de l'Ouest, le Bénin, qui sont très organisées, assez contrôlées, et pas comme ici où tout à l'heure, je vois dans le chat, quelqu'un me posait la question de savoir l'origine des semences, comment on s'assure que c'est des semences de bonne qualité. Et nous, chez nous, nous achetons les semences ainsi que tous les intrants au niveau des centres agréés. Mais il faut aussi signaler qu'il y a de ces euh, semences, aussi bien, je ne sais pas si c'est félaté ou aussi bien les intrants qui arrivent à pénétrer sur le territoire de façon frauduleuse, et, qui sont souvent aussi bon marché, que les producteurs aussi préfèrent. La différence, c'est la maîtrise ou le contrôle du secteur qui est très bien organisé, très contrôlé dans ces pays où il y a la traçabilité, en Chine, tout et tout.
contrairement à ce qui se fait au Bénin, où c'est pas encore ça, il y a des efforts qui sont toujours en cours afin de rendre le secteur plus viable, mais toujours est-il que c'est pas encore l'idéal que nous souhaitons. Donc, c'est mettre beaucoup plus du sérieux. Euh, le secteur agroalimentaire, je pense, doit faire partie des missions régaliennes de l'État afin qu'on n'expose pas, comment dirais-je, la population à du n'importe quoi et qu'on s'assure que ce que nous mangeons est sain et de bonne qualité. Donc, en comparaison avec la Chine, c'est ça. Et pour la Suisse, plus besoin de montrer à quel point c'est bien organisé. N'importe quoi ne peut pas être mis sur le marché. Et il y a beaucoup d'associations qui militent pour euh, une alimentation saine et tout. Donc, je crois que les pays comme les nôtres, au Bénin, on doit aller à l'école de ces pays comme la Suisse et d'autres pays qui font du bon boulot, et, histoire d'étoffer un tant soit peu ce qui se fait au Bénin. Je reconnais qu'il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais il faut que ça continue et d'autres solutions soient trouvées, ouais, afin de sécuriser ce secteur qui est euh, primordial. Ouais. Merci beaucoup, Aristide. Je crois que c'est effectivement très important de vraiment apprendre à travailler différemment et à véritablement, mais pour tous, hein, c'est valable en Suisse aussi, c'est valable partout dans le monde, et puis à faire attention à cette dépendance dont tu parlais tout à l'heure et ou aussi Isabelle que dont tu as parlé, avec toute cette géopolitique qui pousse finalement, qui génère encore plus de pauvreté, parce que c'est ça, ça génère encore plus de, 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 enfin, oui, de problèmes pour les gens qui ont les moins les moyens, qui créent cette cycle de la pauvreté. Et quelque part, je me disais, il y a quelque chose qu'on ne voit pas assez, c'est l'émergence de mouvements citoyens. Et ça, je me posais la question si en Afrique, il y a déjà quelque chose qui se met en marche aussi, peut-être de refuser simplement toujours cette fatalité. Oui, les financements, genre USAID qui arrivent, clac, on les enlève et ça part. Et finalement, il y a des résultats, tant mieux. Il y en a pas, tant pis. Il y a la corruption. Enfin, il y a un certain nombre de choses. Et pourquoi ça part pas non plus, on pourrait pas faire en sorte que ça parte plus de la base? Alors, tu mentionnais Aristide et toi aussi, Pamphile, l'importance de renforcer la résilience des communautés, et je crois que ça c'est effectivement fondamental, mais aussi pourquoi est-ce que ça part pas plus, on n'essayerait pas de faire partir des mouvements citoyens qui travaillent avec plus proche encore des politiques locales, qui va renforcer une forme d'engagement, qui travaille à l'aménagement de territoires. Là, j'ai vu, par exemple, un de nos collègues qui est à Pichou, qui est en RDC Ouest, où on a vu très récemment à Kinshasa toute la route de l'aéroport jusqu'à Kinshasa qui a été tout simplement arrachée. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il y a un engagement qui est de demander ou de chercher à obtenir peut-être quand même un minimum d'infrastructures et d'engagement local, politique et local. Et voilà, je lance un peu cette perche-là parce que ça me semble extrêmement important. Peut-être, Pichou, je vois que tu es là, si tu as envie d'échanger et de dire à quel point, je sais que tu fais ça un peu dans ta région, mais voilà, quelle est la possibilité que tu vois? Voilà, absolument. Ça nous fera beaucoup de plaisir d'entendre Pichou et surtout cette mobilisation citoyenne, est-ce qu'elle arrive ou pas. Et puis on donnera la parole à Jérôme, hein, Jérôme qui a levé la Allez, main il y a un petit moment. hop, Donc Valentin et puis Jérôme.
Ton micro, Pichou, ton micro. Ok, merci beaucoup. Salutations à tout le monde. Je suis vraiment heureux de faire partie de ces webinaires. Donc, j'ai essayé de me connecter parvenir. Je suis content qu'on parle du changement climatique parce que généralement, on considère. Ah, Pichou, je pense que la connexion, ça va pas le faire. Voilà. Peut-être sans la caméra, ça sera mieux ou il nous a carrément quittés. Dommage. On aurait eu un bon témoignage de RDC. Ça aurait été très intéressant. On essaiera peut-être de le reprendre s'il revient. Qui va répondre alors à cette question? On attend que Valentin revienne et on prend la question de Jérôme en attendant. Voilà, Jérôme, c'est à toi. Bonjour à tous. Ouais, en effet, en attendant que la connexion revienne en RDC, désolé pour cette interruption, mais c'était simplement pour déjà merci pour la qualité des interventions des intervenants parce que l'équation est complexe. C'est un peu l'objet de ma question. C'était pour rebondir un petit peu sur les derniers échanges entre Aristide et Anne. En fait, quand je dis que l'équation est complexe, c'est que euh, on est Ok, d'accord sur certains changements très. Ah, est-ce que je laisse la parole peut-être? Ok, je continue. On est sur ce secteur, en tout cas dans un contexte africain, sur des changements drastiques. Alors pour certains très brutaux, on a parlé des financements et de la situation actuelle. On n'y a pas eu beaucoup le temps d'anticiper ce qui est en train de se passer. Quand on parle de changement climatique, bon là on est sur quelque chose de moins surprenant. En fait, c'est pas du tout une nouveauté, c'est quelque chose qui évolue. Donc du coup, qu'est-ce qu'on demande au secteur de, de l'agriculture en Afrique? On lui demande de tenir, déjà, ce qui est un challenge. On lui demande d'être innovant parce que la situation évolue. Et on lui dit, ben, les financements, il y en a de moins en moins. Donc, moi, je trouve que ce que font respectivement Aristide, Pamphile et plein d'autres dans leur contexte sont juste admirables. Mais il y a pas que le Bénin et le Rwanda, en tout cas, qui a besoin de vos bonnes solutions. Je pense il y a des Aristides et des Pamphiles un petit peu partout, surtout enfin, un petit peu partout dans les pays qui nous intéressent aujourd'hui. Ma question, elle était surtout orientée vers vous deux pour vous demander si, au-delà de ce que vous faites au niveau national, vous avez la connaissance de l'existence de réseaux au niveau international. Mais quand je dis international, je pense surtout à des réseaux panafricains qui pourraient avoir ce positionnement de soutien à l'ensemble de la filière sur vos sous-régions au minimum. Donc voilà, très intéressé par vos retours. Merci beaucoup. Juste moi pour te Ah, Ouais, on est au boulot, on se connaît avec des raisons, mais qui ne sont pas plus actifs au Rwanda. Mais pour notre cas de CEFOPAC, on est intégré dans le système de comité de pilotage au niveau national au Rwanda. Je dois couper la vidéo peut-être pour nous sommes des acteurs dans le comité de pilotage de l'agroécologie. L'agroécologie au Rwanda, c'est pas chose qui est développée il y a beaucoup d'années, mais parce que dans le temps, après la guerre, après le génocide perpétré contre le Tutsi en 1994, le gouvernement a pu se focaliser sur l'intensification agricole pour trouver donc le grand montant de la production pour alimenter les paysans. L'agroécologie vient dans ces moments avec donc les astuces de formation que nous amenons. Nous pensons peut-être pas à l'avenir que le CFOPAC va s'intégrer dans des réseaux régionaux, mais actuellement, nous sommes actifs au niveau national, surtout avec les autres ONG dans le comité de pilotage au niveau national. Merci. voilà, on a retrouvé Valentin, Pichou, il est de retour. Non,
il est de retour, mais il n'a pas l'air d'avoir sa connexion toujours de bonne qualité. Merci, Pamphile. Est-ce que Aristide veut rebondir aussi sur cette notion de réseau panafricain, d'être ensemble? Aussi peut-être sur cette mobilisation citoyenne, est-ce qu'elle existe? Est-ce que il y a aussi quelque chose à faire par rapport à ce changement climatique, finalement, localement et par la population elle-même? C'était un peu la question de Anne. Pour toi, Aristide. Oui, je remercie d'abord Monsieur Jérôme pour ses mots d'encouragement. Euh, il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Nous sommes ouverts également à collaborer avec euh, d'autres organisations ou des individus qui sont intéressés par ce que nous faisons, histoire de les réaliser euh, dans leurs régions respectives, de les dupliquer ou toute personne qui souhaiterait également voir nos actions et à l'échelle un peu plus supérieure à ce que nous faisons maintenant, les étendre à d'autres choses. Donc, nous sommes à pied d'eux, étant une nouvelle organisation, et nous sommes sur le terrain actifs et ouverts à toutes sortes de réseautages, partenariats et tout. Euh, Par rapport à la mobilisation, pour revenir à la question de Madame Anne, je dois dire qu'il y a la société civile au Bénin qui essaie de faire ce qu'elle peut, soutenir, faire le plaidoyer, les associations, plaider. Euh, et il y a beaucoup de séances qui sont organisées. Les organisations sont invitées à assister, à montrer de quoi elles ont besoin pour avoir leur voix qui porte ou euh, entendu par les grandes instances. Donc, je crois qu'il y a de très belles perspectives et beaucoup de choses se font et euh, on est, on est avec les organisations et c'est tout. Merci Aristide. Alors notre webinaire est touche déjà à sa fin, hein. Évidemment, on pourrait encore en parler des heures. On vient de passer 1 heure et demie sans avoir vu les minutes passer, tellement voilà, le sujet est intéressant. Vos témoignages étaient vraiment, voilà, ça fait toujours du bien aussi d'avoir les remontées du terrain, de la mise en place de tous ces projets ou pas. Anne, est-ce que tu veux en 2, 3 minutes juste tirer une petite analyse de ce qui s'est dit? Et puis après, on clôturera avec, voilà, avec la suite des activités de la plateforme. Alors, volontiers, c'est pas une tâche facile hein, de faire une synthèse en ayant soi-même modéré, parler un petit peu. Donc, je vais essayer. Hein. Donc, ce que j'ai noté, ce que j'ai retenu, c'est en premier lieu, c'est créer de la résilience. Créer de la résilience au cœur des communautés et vraiment travailler sur le terrain avec les communautés. Ça, je crois que c'est la première chose. Promouvoir l'agroécologie. Alors, j'avais vu une question qui était passée posant effectivement ce que c'est que l'agroécologie. Je vais juste quand même rappeler que c'est encourager les pratiques agricoles durables, l'agroforesterie, le compostage, les cultures associées, la rotation des cultures, bref, etc. Et comme l'a dit et répété nos deux intervenants, c'est l'utilisation de semences adaptées, locales, et des intrants qui fonctionnent bien et qui sont sains. Ensuite, c'est réduire la dépendance aux intrants chimiques, hein, donc je reviens là-dessus, et puis améliorer la fertilité des sols de manière naturelle. Et ensuite, toujours en agroécologie, c'est favoriser la biodiversité agricole pour mieux faire face à ces aléas climatiques. Après, c'est une gestion durable de l'eau
J'ai compris qu'il fallait une irrigation efficiente et puis lutter contre l'érosion. Ensuite, on a la formation et le renforcement des capacités. Je disais tout à l'heure, c'est créer de la résilience. Donc, c'est également bien former les agriculteurs aux nouvelles pratiques qui sont, comme Pamphile l'a dit, qui seraient plus climato-intelligentes. Euh, Travailler sur la diversification des cultures, on a vu les champignons, on a vu un certain nombre de choses, et travailler sur les sources d'alimentation pour réduire les vulnérabilités. J'ai vu aussi entendu aussi les transformer un peu les habitudes alimentaires par rapport à ces 60%. Et puis, il y a eu un point important, c'était les systèmes d'alerte, les systèmes d'alerte précoces avec des données climatiques, la météo, tout ça pour pouvoir travailler en anticipant les risques et les pratiques. Après, par rapport à la souveraineté alimentaire, c'est renforcer la production locale en valorisant certaines filières tout ça pour essayer de tenter de réduire les importations et de travailler beaucoup plus avec du produire et consommer local. Soutenir l'agriculture familiale, ça j'ai aussi bien compris le point, avec tout ce que ça veut comporter, c'est l'accès au foncier, les crédits, les semences, etc. Donc vraiment d'apporter ce point-là. Ensuite, j'avais noté, moi, c'est pas toujours simple, de soutenir voilà, des chaînes peut-être de valeur avec, comme le disait Pamphile, accompagner à transformer, stocker, commercialiser à petite échelle. Je crois que c'était quelque chose qui était important. Et puis, bah, la formation des jeunes passe par tout ça. Euh, Ensuite, de travailler à des politiques publiques inclusives. Ça, c'est un peu ce que je pense, c'est il faut s'assurer que ça soit à chaque fois intégré dans les plans locaux, nationaux et autres. Ça, c'est quelque chose auquel moi, je suis très attachée. Et puis, par rapport au financement, alors là, déjà, je crois que le plus difficile, c'est l'accès au financement par rapport pour les communautés. Et je crois que c'est quand on part de la base et on essaye de remonter quels sont les véritables enjeux, les véritables besoins. Alors, il y a des fonds, évidemment, qui sont mis en place, et ça, j'ai trouvé assez magnifique l'accès au financement qu'on fait à Aristide. Je sais que c'est fait dans de nombreux pays, hein, mais surtout que ça soit des fonds qui soient accessibles. Et même si ce sont des petits fonds, l'intérêt, c'est de les faire fonctionner, de les faire travailler. Et Aristide, c'est une bonne chose. Mais donner accès au fonds et au crédit, c'est quelque chose d'essentiel. Et il y a eu déjà des webinaires là-dessus. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites. Je sais qu'au Burundi et dans d'autres endroits, il y a des tas de choses qui fonctionnent très bien. Les accès les fonds, est-ce qu'il y a des accès aux fonds climatiques ou les fonds pour l'environnement? Alors ça, personne n'a vraiment répondu à ça, mais c'est quelque chose qui est important. Les réseaux panafricains, ça sera une piste peut-être à rechercher, effectivement. Ça, j'ai entendu ce que disait Jérôme, je crois que c'est important. Euh, Créer cette sensibilisation aussi, le financement n'est pas quelque chose qui tombe comme ça, mais c'est quelque chose auquel on doit sensibiliser les autorités, les populations, etc. Et puis, essayer de penser à des financements innovants, ça c'est des pistes qui sont intéressantes. Le privé, c'était un endroit aussi, donc peut-être des partenariats multi-acteurs, peut-être un certain nombre d'approches comme ça, privé, public, et puis le renforcement des capacités des acteurs ruraux à accéder à des fonds qui sont disponibles. Voilà, je m'arrête là. Désolée pour le son derrière, c'est un chien très malade, donc qui est à la maison. Voilà, désolée pour ça. Voilà, ça c'est un peu le Merci. synthèse que j'ai fait. J'ai peut-être manqué des points, mais désolée, c'est difficile de faire le tout à la fois. Voilà. Absolument, mais merci beaucoup, Anne. Comme tu as dit, c'était vraiment un numéro d'équilibriste, d'intervenir, de modérer et d'analyser. En tout cas, je pense que c'était extrêmement intéressant.
D'ailleurs, on nous demande dans le chat que ton intervention du début du webinaire puisse être partagée en même temps. Voilà, que le lien pour la vidéo d'aujourd'hui et puis aussi pour la suite. Donc, ben, le temps est déjà venu de se quitter il est midi. Donc, je vous rappelle que nous aurons un prochain webinaire, mais celui-ci donc en septembre. Il sera en partenariat avec Colide. Colide qui propose des auto-formations pour les techniciens et dans tout ce qui touche à l'alimentation durable, la paysannerie, l'agriculture. Donc ça, c'est pour septembre prochain. N'hésitez pas à retourner sur notre site internet, à évidemment compulser les publications si vous ne les connaissez pas. Comme l'a dit Anne et comme on vous le dit aussi depuis le début, voilà, la bibliographie, les choses qui ont été soulevées dans le chat, il y aura un suivi tout à fait sérieux de tout ça. En tout cas, je voulais vous remercier mille fois pour votre présence. Vous étiez de nouveau nombreux et nombreuses. J'espère que cette session vous a intéressé. Et puis, voilà, à la toute prochaine fois. Et vous aurez bientôt des nouvelles de notre plateforme. Alors, un tout bon appétit pour ceux qui passent à table. Et grand, grand merci et bon après-midi à tout le monde, hein. Et un grand merci à toi, Isabelle, pour avoir organisé tout ça et à Alberto. Et merci à nos deux intervenants en Afrique. Un grand merci. Bien À sûr. bientôt. Merci beaucoup à tout le Merci, monde. Isabelle. Merci, bye bye. Bye Merci, au bye. revoir. Bye.